Salut Rebelle Créative, une entrevue aujourd'hui avec Isabelle Padovani. Et si tu suis bien la chaîne, tu remarqueras qu'en fait c'est sans doute la deuxième fois que je te présente cette entrevue. Et en fait avant de rentrer dans les détails, salut Isabelle. Bonjour, ravie d'être avec toi, Henriette, et Moi avec toutes les aussi. personnes de ton réseau. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation parce que c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que là c'est la troisième fois qu'on se rencontre. C'est ça. La première chose que j'aimerais, en fait, d'abord peut-être te présenter un petit peu. Donc toi, tu as créé Communification, qui est une école, mais aussi une méthode. Mhm. Oui. Et si je me souviens bien, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, ce que j'avais envie de te poser comme question tout de suite, et je pense que c'est vraiment l'impulsion que j'ai maintenant, c'est vraiment de revenir à ce lien entre communication, donc ton école, ta méthode, et finalement le chemin vers l'amour. Parce que c'est ce que tu racontais dans une de tes vidéos, tu parlais de ton parcours, c'est que toute ta vie, comme ça, il y a eu cette recherche vers l'amour, le partenaire aussi, donc l'amour au niveau du partenaire, mais aussi au niveau tout simplement de l'expérience. Donc est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur le lien entre la communication et ta rencontre avec l'amour? Mhm. Oui, euh, communication, quelque part, c'est la réponse que j'ai trouvée à ma quête, qui était une quête d'amour. C'est la résultante de tout mon chemin de vie de ces 40 dernières années, dans lesquelles j'ai cherché de tout mon cœur, c'est le cas de le dire, euh, comment je pourrais vivre mon rêve? Et mon rêve, c'était un rêve d'amour, effectivement. C'était d'abord un rêve d'amour très externe, parce que je cherchais un amour vers l'extérieur. J'ai découvert bien plus tard, 40 ans plus tard, que ceux qui cherchaient l'amour, en moi, étaient l'amour. C'était l'amour qui se cherchait, c'était l'amour qui voulait se goûter. J'ai découvert à un moment que j'étais l'amour qui se cherchait pour se goûter, qui cherchait comment se goûter pleinement, et que avec cette illusion de séparation que nous vivons, où nous nous percevons séparés les uns des autres, nous nous percevons séparés du tout, il y a cette illusion de séparation qui crée ce manque, qui crée une impression de manque, qui fait que, au lieu d'avoir conscience que nous sommes l'amour qui aspire depuis sa plénitude à se goûter et qui se goûte pleinement dans la relation avec tout ce qui est, euh, depuis une vision séparée, depuis une vision identifiée à un être en particulier, à l'être pour qui on se prend, euh, on va ensuite focaliser vers un être face à nous, et parce que, pour des raisons XB22, des histoires d'atomes crochus, des histoires de corporalité, d'attraction, etc., pour des raisons XB22, on va avoir une attraction pour quelqu'un, et du coup, avec cet être-là, on va sentir ce courant d'amour circuler. Et donc, on va dire je t'aime. On va croire qu'on a besoin de cet être. Mais en fait, c'est parce que c'est notre stratégie unique et privilégiée à un instant T. Ça nous permet de goûter l'amour que nous sommes. Donc, c'est un petit peu comme si nous étions... C'est comme si en réalité nous étions l'électricité, par exemple. En réalité, on serait l'électricité. Ouais. Mais on a oublié qu'on est l'électricité. On a oublié qu'on est ce courant qui circule en toutes choses. Mm-hmm. Et on est comme une prise électrique avec son câble qui par elle-même ne sent pas le courant qu'il traverse, alors elle cherche une autre prise, et quand elle trouve une prise qui s'ajuste avec elle, elle se branche avec elle, Ouais. là le courant circule, et à ce moment-là, elle sent le courant, cette électricité d'amour qui la traverse, et elle fait ce contresens, c'est qu'elle croit que c'est grâce à l'autre qu'elle sent ce courant électrique, alors qu'en réalité c'est sa nature. Magnifique, magnifique comment Tu tu te vois? présentes. C'est visuel, on le comprend bien. Donc, c'est ça qui nous arrive, c'est que pendant toute une partie de notre vie, on cherche ça vers l'extérieur. Donc moi, au début de ma vie, je sentais, si je garde cette image de l'électricité, je sentais un très très fort courant en moi, Mm-hmm. mais j'étais tournée vers l'extérieur. Donc ma quête, c'était vers l'extérieur. Très vite, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune prise qui me convenait. Mm-hmm.
Aucune. Quels que soient les sexes, quels que soient les âges, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les tailles, quel que soit quoi que ce soit. C'était jamais l'intensité que je sentais. Donc, très tôt, j'ai dit à mes parents que je cherchais Dieu, parce que je me suis dit, ok, si c'est pas ici, ça doit être ce truc que tout le monde appelle Dieu. Ça a l'air d'avoir une forte intensité. Donc, je me suis mis à chercher Dieu. C'était comme chercher un amoureux plus vaste, en fait. C'était chercher un amour plus vaste. Donc, tu le cherchais encore à l'extérieur? Bien sûr, puisque le Dieu que je cherchais à l'époque était un quelque chose quelque part à l'extérieur de moi, donc c'était encore dans l'extériorité. J'avais simplement déplacé le sujet, d'un sujet humain à un sujet divin, mais c'était toujours une quête vers l'extérieur. Et donc, en ce chemin d'amour, pendant toutes ces années, j'ai été amenée à passer d'abord beaucoup par des chemins spirituels, des chemins initiatiques, des branches d'enseignement ésotérique, de l'énergétique, enfin voilà, toutes ces choses. Qu'est-ce que ça m'a permis de trouver dans cette quête d'amour? Ça m'a donné beaucoup de savoir, ça m'a pas donné beaucoup d'amour. Ça m'a donné beaucoup d'explications, ça a fait de moi plus ou moins un singe savant de la spiritualité. Non, ça n'a pas ouvert mon cœur, en tout cas. Ça a fait de moi quelqu'un qui connaissait, enfin, ou qui croyait connaître des choses. Mais ça me laissait toujours, de toute façon, avec la même sensation de manque. Mais ça a été des étapes, voilà. Ça a été des étapes quand même dans ce chemin-là où j'ai pu quand même travailler certaines choses de moi, lâcher certaines choses de moi, éroder justement certaines parties du conditionnement quand même. Et ça m'a permis... ça m'a permis d'arriver quand même en 2002 à être prête à pouvoir rencontrer ce qui allait être pour moi la rencontre majeure qui a commencé à donner des réponses dans cette quête d'amour, c'est de rencontrer la communication non violente. Et là, quand j'ai rencontré ce processus de la communication non violente en 2002, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais déconnectée de moi-même. J'ai vraiment réalisé à quel point j'étais un cerveau sur pattes qui avait emmagasiné des données, qui savait tout sur tout. J'étais un Wikipédia de la spiritualité absolue. Tu pouvais me demander n'importe quoi sur n'importe quelle tradition. J'enseignais à l'époque déjà. Mais j'enseignais tout en ayant un goût amer quand même en permanence, en sachant que j'avais une parfaite conscience que je n'avais pas vécu l'essentiel. J'avais une parfaite conscience que j'étais comme un tour opérateur qui vend des voyages dans des pays dans lesquels je ne suis jamais allée. J'étais très lucide là-dessus, c'était très très douloureux pour moi. J'avais l'impression d'être un imposteur, de vendre quelque chose que moi-même je n'avais pas en magasin, en réalité. Et quand j'ai rencontré la communication non violente, ça a été à la fois magique et douloureux. Magique parce que ça me donnait un processus concret pour pouvoir enfin aller me rencontrer et sortir de ce conditionnement de façon très très concrète en utilisant un processus qui me permettait de traduire mes jugements et de me reconnecter à mes sentiments dont j'avais la responsabilité et aux besoins qui en étaient la cause, et de pouvoir ensuite poser des actions concrètes depuis quelque chose qui était chez moi et pas chez l'autre. Donc ça, c'était le côté magique, il y a un outil qui marche et qui marche mieux que tout ce que j'ai rencontré jusque-là. Et ensuite, ce qui était douloureux, c'était de voir combien c'était dur, quoi, de faire ça. Le processus est simple en lui-même à expliquer, on l'explique en 10 minutes, peut-être. Mais le mettre en œuvre, c'était rude parce que j'ai découvert à ce moment-là la force du conditionnement en moi et en nous tous. J'ai découvert combien toute ma pensée en permanence juge en termes de bien et de mal, de juste et de faux, en termes de références externes absolues qui disent ça c'est bien, ça c'est mal, qui me jugent. J'ai vu à quel point tout était encore une fois dans l'extériorité, c'est-à-dire que je croyais que la cause de mes sentiments c'était les autres, je suis heureuse parce que tu es là, je suis malheureuse parce que tu es partie, enfin, toutes ces choses qui sont vers l'autre. Et waouh, le choc a été rude parce que j'étais quand même une grande pratiquante depuis plus de 25 ans quand je dis une grande pratiquante, c'est pas ma dimension, c'était pour dire que je pratiquais beaucoup, donc j'avais beaucoup pratiqué quand même depuis 25 ans, et dans les lignées dans lesquelles j'étais quelqu'un, entre guillemets, d'avancé dans ces lignées-là, et là je découvrais que j'étais au degré zéro
de la connexion à moi et du déconditionnement. En réalité, j'ai découvert que les 25 années passées dans tous ces cheminements spirituels ne m'avaient absolument pas permis de sortir d'une certaine dualité, d'une pensée binaire, de jugement sur moi et sur les autres, et que je devais repartir à zéro quelque part. Donc en fait, à ce moment-là, toi, tu pensais avoir déjà dépassé ça. Tu pensais ne plus être dans des conditionnements, ou en tout cas d'avoir cette pensée divisée justement, ou bien tu ne t'étais jamais posé la question par rapport à ça. Non, je n'avais pas conscience de cette dualité, parce que aucun des enseignements spirituels que j'avais lus et que j'avais suivis, surtout que je suivais, était dans une dimension non duelle. Tous les enseignements que je suivais, c'était des voies spirituelles et initiatiques qui étaient très duelles. C'était des voies progressives dans lesquelles l'image, c'est, voilà, on est du plomb et puis on va un jour devenir de l'or. Et être du plomb, c'est pas très chouette, et être de l'or, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, il y avait quand même quelque part, et puis il y avait aussi, nous sommes les chevaliers de la lumière, et puis en face, il y a l'ombre, et puis nous, on œuvre pour le bien, et là-bas, il y a le mal, il faut faire... Enfin, c'était des choses très, très duelles quand même. Donc, dans lesquelles, évidemment, je grandissais quand même, moi, au milieu de tout ça, en conscience et en sagesse, au passage, en lâchant certaines façons de fonctionner qui n'étaient pas trop à mon service ni au service des autres, en ouvrant mon cœur. Enfin, donc, je veux dire, il y avait tout un travail qui se faisait quand même au niveau de la personnalité, au niveau de l'enfant moi, mais ce qui est le cœur, en fait, du système n'avait pas été abordé. Donc, ça a été assez douloureux quand j'ai découvert que à un endroit où je pensais être un petit peu arrivé quelque part, entre guillemets, et où j'enseignais d'ailleurs beaucoup de choses, et où donc des personnes me considéraient déjà comme quelqu'un d'assez évolué, qui pouvait leur enseigner des choses. Et en fait, je découvrais que, ben non, que j'étais au degré zéro du déconditionnement réel, que j'étais au degré zéro, et qu'il y avait tout à faire. Donc ça a été un moment où je me suis pris une sacrée claque quand même en termes de conscience. Mais bon, moi j'ai toujours eu cette petite voix en moi qui est toujours ravie quand elle découvre quelque chose pour faire un pas vers la réalité de ce qui est. Ouais. Donc j'étais juste extatique d'avoir trouvé ce processus. J'ai juste un peu râlé en mesurant le job qu'il y avait à faire. Mais ensuite, voilà, j'ai pas eu d'état d'âme plus que ça. J'ai du jour au lendemain carrément laissé tomber tout ce que je faisais jusque-là. Ouais. Je me suis désintéressée à la seconde de tout ce qui était voilà, ésotérique, initiatique, énergétique. J'ai dit, ok, ça, je sais faire, je maîtrise, ok. Est-ce que ça me sert à faire un pas de plus maintenant en CNV? Ça, non. Et donc, je me suis mis à fond dans la CNV. Et là, j'ai enchaîné les stages en CNV pendant des années. Je sais plus. Enfin, j'ai arrêté de compter à un moment quand j'étais en phase de certification en tant que formatrice en communication non violente. Je crois que j'avais fait plus de 350 journées de stage, mais en peu de temps, hein, quand même, en l'espace de, je sais pas, 4 ans. Voilà. Donc, quand j'ai rencontré la communication non violente, j'ai trouvé ce qui constitue aujourd'hui le cœur de ce que j'ai appelé communication, c'est-à-dire l'outil concret qui me permet d'instant en instant d'avoir conscience du conditionnement qui est toujours à l'œuvre en moi, parce qu'il est toujours là, et de pouvoir le traduire, de pouvoir le transformer. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu, peut-être pour les autres comprennent, quand tu parles de conditionnement qui est en toi, tu peux donner un exemple, par exemple, concret de quel genre de conditionnement tu avais, par exemple? Oui, quel genre de conditionnement? J'ai toujours. Le conditionnement est toujours actif. Ouais. C'est notre langue maternelle, littéralement. C'est ce que nous avons entendu de nos parents. Ouais. On nous a appris à penser comme ça. Donc, nous avons des autoroutes neuronales qui font que si je ne fais rien de spécial, quelqu'un, voilà, je rentre de faire les courses, par exemple. Là, on est allé faire les courses dans le supermarché. J'observe que les personnes font peu attention aux personnes qui les entourent, par exemple. Donc, je suis en train de faire cette observation. Il y a pas mal de monde dans les rayons et j'observe que les gens fonctionnent comme s'ils regardent leur chariot, mais ils ne regardent pas autour. Donc, je commence, moi, à faire attention. Et alors que je suis en train de faire attention et que je suis en train de ralentir, il y a une dame qui arrive sur ma gauche, mais vite, et je l'évite de justesse. Ouais. Et au moment où je vois qu'elle ne me calcule même pas, et où elle me passe devant sans me dire merci, moi j'ai carrément pilé pour la laisser passer, il y a une pensée qui me traverse, qui dit, mais quelle conne, quoi. Mais ça va ou bien, mais c'est dingue, quoi, mais
mais aucune reconnaissance, mais les gens se foutent de tout. Enfin, et là, démarre un festival. Là, c'est festival, c'est pas... Ouais, c'est festival. Là-dessus, il y a son fils qui arrive en courant derrière et qui manque aussi. Là, je dois carrément reculer parce que sinon, il allait me percuter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça me traverse des pensées. Mais ils sont tous tarés ou quoi? Et en même temps, bah, telle mère, tel fils. Hein. C'est sûr que s'il voit sa mère faire n'importe nawak, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon. Donc, c'est ça le conditionnement. En réalité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, je vois passer tout ça. Ça, c'est l'instant premier. On n'a aucun pouvoir. Ça nous traverse. Ok, je regarde tout ça. Maintenant, j'ai un choix. J'ai un choix parce que je pratique la CNV depuis des années et que donc j'ai retrouvé une conscience et un espace de choix que je n'avais pas avant. Parce qu'avant, j'aurais juste ronchonné pendant le reste des courses et chaque personne que je vais croiser, je vais dire, ah tiens, encore un autre inconscient, un autre abruti, un autre, voilà. Donc là, je regarde, je dis, ok, est-ce que c'est la manière dont j'ai envie de me relier aux êtres? Non pas parce que je suis altruiste, non pas parce que je suis quelqu'un de bon ou de bienveillant, mais simplement, l'observation, c'est que quand j'ai des jugements de ce type sur un être humain, ça coupe à la seconde, c'est un coupe-circuit, si on regarde l'image de l'électricité, ce courant d'amour. C'est un coupe-circuit. Les jugements moraux sur autrui, c'est-à-dire les jugements qui disent c'est bien ou c'est mal, dans l'absolu, donc c'est un abruti, ou... De toute façon, tout ce que nous mettons, c'est simple, tout ce que nous mettons derrière le verbe être, c'est un jugement, c'est simple. Que je te dise tu es intelligente, que je te dise tu es jolie, ou que je te dise tu es moche et tu es conne, dans tous les cas, c'est des jugements. Je suis en train de dire ce que tu es. Or, ça n'existe pas. Tu n'es pas quelque chose. Tout ce que je peux dire, c'est quand je te parle, mon besoin de partager la conscience est nourri. Je peux parler de moi. En fait, quand je te dis tu es une idiote, en fait, je suis en train d'exprimer qu'un de mes besoins n'est pas nourri. Mais dans le langage habituel et dans le conditionnement habituel, je suis habituée à dire ce que tu es pour parler de ce qui est en moi, nourri ou pas. Et si je suis nourrie, je vais dire un jugement positif, et si je ne suis pas nourrie, je vais dire un jugement négatif. Donc, je regarde beaucoup ces temps-ci, qu'est-ce qui pourrait permettre un changement réel, finalement, au niveau de notre société, qui est une masse critique de personnes, ce qui était le rêve de Marshall Rosenberg. Comment on pourrait faire pour qu'il y ait une masse critique de personnes qui aient l'élan de se former à ce type de processus? Parce que ça ne tombe pas du ciel. Moi, je travaille ça tous les jours. C'est une pratique. Et je me dis que c'est sûrement pas en parlant de fleurs bleues, d'être dans son cœur. Ça parle pas à tout le monde, ça. Beaucoup de gens disent, oh, mais ça, c'est des trucs de bisounours, ou love and peace, etc. Mais par contre, je me dis que ce qui parle peut-être plus au cœur de tout être humain, c'est est-ce que j'ai envie de goûter de la détente en moi? Si on reste uniquement sur un résultat centré sur soi, même supposons qu'on soit égocentré, supposons qu'on se fiche des autres. Mais moi, l'observation, c'est que quand j'ai des jugements sur les autres, je suis tendu. Quelque chose en moi est tendu. Et moi, c'est pas ce que j'aime vivre. Ce que j'observe, c'est que ce courant d'amour, quand notre cœur est ouvert, ce qui ne veut pas dire que j'apprécie l'autre. Mais quand je suis au clair avec ce qui se joue en moi et quand je suis connectée à moi-même, en moi, quelque chose se détend. Donc quand je suis dans ce supermarché et que je constate que tous ces jugements me traversent, je prends une petite pause et je regarde, oh, tiens, des jugements. Je ne me juge pas d'avoir des jugements, c'est simplement un signal, c'est comme un feu clignotant, un signal d'alerte qui me dit, ah, attention, des jugements, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en moi au niveau de mes besoins. Donc je vais voir ce qui se passe, que ce soit des jugements positifs ou des jugements négatifs sur les gens. De toute façon, moi je sais que les jugements, ça n'est pas le langage du vivant. Je sais que c'est quelque chose qui est en train d'interpréter ce qui se passe en moi et qui m'enlève du pouvoir. Donc je vais voir ce qui se passe, je découvre qu'est-ce qui se passe. Alors, au niveau de mon cœur, au niveau de mes sentiments, mais je suis atterrée. Alors, je suis atterrée. Bon, je me sens complètement atterrée. Et quelle est la cause de ce sentiment? Car je suis au courant que je ne suis pas atterrée parce que cette femme fait ça. Non, ça c'est le stimulus. Je suis atterrée parce que j'ai un besoin là, qui n'est pas nourri. Qu'est-ce que c'est que ce besoin? Et là, ça prend du temps. C'est là où on a souvent de la difficulté, c'est que notre mental va très vite. Se connecter à nos besoins, ça peut prendre 3, 4, 5 minutes. Moi, des fois, ça me prend un quart d'heure pour
rester avec juste corporellement ce que ça me fait, et goûter, et percevoir à un moment donné quelque chose du précieux de la vie en moi qui émerge sous forme de besoin, étant clair que ce que j'appelle un besoin, parce que dans le quotidien, on utilise beaucoup le terme de besoin pour dire j'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin d'un verre d'eau, j'ai besoin d'aller prendre des vacances. On utilise besoin la plupart du temps en français suivi d'une stratégie, suivi d'un moyen pour faire quelque chose. Ouais. En communication non violente, les besoins, ce sont les énergies de la vie qui sont communes à tous les êtres humains, donc ce sont des énergies qui cherchent à s'épanouir en nous, et un besoin, tel qu'on le nomme en CNV, c'est une énergie de la vie qui cherche son épanouissement, mais qui n'a pas une seule stratégie, mais 36 000 stratégies. Mhm. Donc, par exemple, en français, habituellement, on va dire « j'ai besoin que tu m'aimes », et donc toi, tu es une stratégie, en fait. Okay. Donc, le « j'ai besoin », grammaticalement, le « j'ai besoin que » est toujours suivi d'une stratégie en français. C'est pas possible de mettre autre chose qu'une stratégie derrière « j'ai besoin que ». Okay. Par contre, ce qui est un besoin tel qu'on le définit en communication non violente, c'est j'ai un besoin. Alors j'ai un besoin d'amour. J'ai pas besoin que tu m'aimes. Toi, tu es une stratégie pour nourrir mon besoin d'amour. Mais j'ai un besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Ensuite, il y a plein de stratégies pour l'amour. Ouais. Notre souffrance, elle vient la plupart du temps du fait que on scotche la stratégie au besoin. Donc j'ai mon besoin d'amour, toi, tu arrives et... Alors, supposons que quand tu es là, mon besoin d'amour est nourri. Donc moi, d'un seul coup, si je scotche les deux, je vais croire que si tu ne m'aimes plus, mon besoin d'amour n'est pas nourri. Et donc là, on va arriver au classique, je meurs sans toi, je vais mourir sans toi, etc. etc. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en CNV, on cherche vraiment à donner cette clarté sur la différence entre les stratégies et les besoins. C'est parce que d'une part, quand nous sommes comme ça fixés sur une seule stratégie, nous perdons du pouvoir personnel, de pouvoir nous rendre la vie belle, parce qu'on restreint notre champ des possibles pour nourrir nos besoins, et d'autre part parce qu'on s'affronte toujours au niveau des stratégies, mais pas au niveau des besoins. Est-ce qu'on donne en fait en même temps, quand on fait justement scotcher comme ça la stratégie aux besoins, c'est qu'on vient, si tu veux, donner notre pouvoir, il devient extérieur à nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir de créer, enfin de répondre à notre propre besoin, il faut que... Oui, ça diminue notre pouvoir puisqu'on n'a plus qu'une seule stratégie. Donc à la seconde où je confonds ma préférence, parce que c'est sûr qu'on peut avoir des préférences quand on tombe amoureux de quelqu'un, alors bien sûr qu'on a un besoin d'amour comme tous les êtres humains, on rencontre cet être et maintenant j'ai une préférence pour nourrir mon besoin d'amour avec cet être. C'est ce qui fait que je commence à lui dire que je l'aime et que j'aimerais qu'il m'aime, etc. Ouais. Mais croire que si cet être ne m'aime pas ou ne m'aime pas de la manière dont j'attends qu'il m'aime, croire que alors mon besoin d'amour ne sera plus jamais nourri ou ne pourra plus jamais être nourri, et faire ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire très souvent on s'auto-punit, hein, on va se fermer, on va s'interdire d'aimer, ce genre de choses. On essaye, hein, parce qu'on n'est pas fait pour ne pas aimer. Ouais. Enfin, on tente, on se préserve. C'est méconnaître justement la réalité de ce besoin. Et c'est comme ça pour tous les besoins. Je peux avoir un besoin de confort, je n'ai pas besoin d'avoir une maison, par exemple. J'ai besoin de confort. Donc, à chaque fois que je reviens à mon besoin, je vais augmenter mon champ des possibles. Quand je découvre, ah, mais en réalité, j'ai besoin de confort. Ok, alors, si je crois que j'ai besoin d'une maison, alors que peut-être j'ai plus les moyens de me payer une maison, je vais être très embêtée. Alors que si je me dis, mais au fond, ce que j'ai besoin, c'est de confort. Et comment je pourrais être confortable et dans un endroit douillet? Ça peut être dans un 2 pièces. Je peux me faire un 2 pièces confortable. Ok. Peut-être après, je découvre que j'ai un autre besoin, c'est j'ai besoin d'espace. Ouais. Ah, ok. Alors à ce moment-là, le 2 pièces n'a pas tout à fait. Mais supposons, si on regarde cet exemple, supposons que je n'ai pas les moyens d'avoir autre chose qu'un 2 pièces. Alors je vais me dire, ok, sachant que j'ai besoin d'espace et que je n'ai pas les moyens d'avoir plus grand qu'un 2 pièces, comment je pourrais nourrir mon besoin d'espace dans un 2 pièces? Et moi, à l'époque où j'avais un 2 pièces, ma stratégie, c'était d'avoir laissé une pièce vide. J'avais une pièce vide. Dans cette idée, j'avais un petit 2 pièces, et dans une pièce, c'était mon bureau, ma chambre, mon salon, et la pièce d'à côté était une pièce vide, parce que j'avais besoin d'espace. Et quand j'entrais dans cette pièce, wow, j'avais l'impression que j'étais dans une immensité. Donc, quand on est connecté à nos besoins, nous retrouvons une créativité parce qu'on découvre qu'il y a 36 000 possibilités pour nourrir un besoin. Alors que quand je reste fixé sur une stratégie, là, ça restreint mon champ des possibles. Donc,
j'ai fait cette petite parenthèse au niveau des besoins, par rapport à l'exemple dont je parlais avec la dame, parce que je constate que souvent je parle des besoins dans mes conférences, dans mes rencontres, dans les vidéos, et ensuite les personnes entendent le terme des besoins dont je parle de la manière habituelle. Et ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de sens dans le sens du discours que je suis en train d'avoir. Donc, si on veut résumer, les besoins tels qu'on les entend en communication non violente, c'est la vie qui cherche en nous à trouver son épanouissement, d'une certaine manière, selon certains aspects différents qui sont communs à tous les êtres humains. On a tous les mêmes besoins, mais on ne les a pas au même moment. Et une façon de repérer si c'est un besoin au sens où on l'entend au CNV ou pas, une façon simple, c'est de se souvenir qu'un besoin n'est jamais lié à une personne en particulier, à un lieu en particulier, à une situation en particulier. Un besoin a toujours 36 000 stratégies. Et ensuite, donc, le petit truc mnémotechnique, c'est au niveau grammatical, on a la chance qu'en français, on a ce repère. J'ai besoin que n'est jamais suivi d'un besoin. Ça va toujours être une stratégie. C'est j'ai besoin que tu, ou j'ai besoin que quelque chose. Souvent, j'ai besoin de partir quelque part. C'est aussi des stratégies. Donc, pour moi, un petit truc grammatical, c'est j'ai un besoin de. J'ai un besoin d'amour. J'ai un besoin de sécurité. Quand on dit j'ai un besoin de, c'est compliqué en français d'ailleurs de mettre une stratégie. On peut pas dire j'ai un besoin que tu fasses. Non, ça se dit pas en français. Donc moi, c'est des petits trucs grammaticaux pour les personnes qui démarrent, qui aident à retrouver un petit peu ce que sont ces besoins. Donc on a des besoins de sécurité matérielle, on a des besoins de partage avec l'autre, on a des besoins de réalisation, d'épanouissement, etc. Et ensuite, pour chacun de ces besoins, on va trouver des stratégies. Alors, pourquoi c'est aussi précieux aussi de se connecter à nos besoins, de se connecter à soi et aux autres depuis là, c'est que quand on est connecté dans cet espace-là, c'est le tronc commun de notre humanité. Donc, quand je me suis, par exemple, reliée tout à l'heure à mon propre besoin, j'ai trouvé que mais c'était mon besoin, au final, c'était mon besoin de douceur qui était très affecté. C'est que je suis toujours choquée, au fond, quand je vois des êtres qui ne font pas attention autour d'eux, ça me fait des chocs. Et moi, à ce moment-là, c'est moi qui dois faire attention pour ne pas vivre. Donc, à la base, j'ai un besoin de douceur, et ensuite, j'ai un autre besoin qui apparaît quand ce besoin de douceur n'est pas nourri, c'est j'aimerais bien de la coopération. J'aimerais davantage de coopération. Ça, c'est un besoin aussi. Alors, c'est un besoin qui est dans la catégorie des besoins qu'on appelle en CNV les besoins dans l'interdépendance. C'est-à-dire, il y a d'autres êtres humains. Quand j'ai besoin d'interdépendance, quand j'ai besoin de coopération, ça inclut des autres, mais pas un autre en particulier. Donc, je ne vais jamais arriver à croire la pensée que j'ai besoin que cette femme fasse plus attention. Ça, c'est ce que je dirais dans le langage conditionné. J'ai besoin qu'elle fasse plus attention, ou j'ai besoin que tu fasses plus attention. Quand je dis ça, je sais que je viens de me fermer, je viens de m'enlever du pouvoir, parce que si tu n'es pas d'accord pour le faire, mon besoin ne va pas être nourri. Donc, non, c'est pas ça mon besoin. J'ai besoin de douceur. Et là, du coup, ensuite, quand je suis dans le magasin, avec toute cette agitation, c'est la semaine avant Noël, donc tout le monde se rue déjà pour essayer de faire... Enfin, tout le monde fait la même chose, hein, tout le monde se dit « Soyons malins, faisons-le une semaine avant Noël », donc il y a tout le monde, en fait. C'est très drôle. Et donc, je me dis « Ok, j'ai besoin de douceur. Est-ce que c'est réaliste que mon besoin de douceur, aujourd'hui, soit nourri dans l'extériorité ? Visiblement pas. Alors, comment je peux nourrir mon besoin de douceur ? Et là, si je suis en lien avec mon besoin, et que je n'attends plus quelque chose vers l'extérieur forcément, je vais trouver une stratégie qui est très créative. C'est, par exemple, juste là, peut-être je me caresse la joue, peut-être je me fais un hug, peut-être je demande un câlin à ma chérie, peut-être, je sais pas. Mais je vais nourrir mon besoin de douceur, qui peut se nourrir de 36 000 façons. Et ensuite, quand je découvre que, waouh, j'aimerais davantage de coopération entre êtres humains, c'est un peu fatigant, je vois que c'est toujours moi, là, depuis tout à l'heure, ça fait la 5e fois que je m'arrête dans un rayon. Parce que les gens passent comme ça. Je dis, ok, j'ai besoin de coopération. Et là, je regarde, est-ce que ça semble réaliste ? Est-ce que je vois une personne qui semble avoir les moyens de coopérer ? Et là, je découvre que non. Visiblement, ils sont tous dans leur truc avec leur liste, et ils sont comme des fadas à aller très vite, parce qu'ils veulent faire ça avant 4 heures.
Et là, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais me donner de l'empathie. Intérieurement, je fais le deuil que, pour le moment, ce besoin de coopération n'est pas nourri. Ouais. Et faire le deuil, ça ne veut pas dire que je tire un trait dessus. Là aussi, on a un sens différent pour utiliser ce terme que dans le langage courant. Faire le deuil en CNV, ça commence par je me relie à la beauté de mon rêve, c'est-à-dire à quel point c'est précieux pour moi la coopération. Et je me connecte vraiment en moi à ça et je goûte la plénitude de ce besoin. C'est-à-dire combien ça me fait chaud au cœur quand je vis la coopération entre êtres humains. Waouh, et là, waouh, je sens. Ok. Et là, depuis cet espace où je goûte, j'aime tellement quand à plusieurs, on prend soin et on coopère ensemble. Waouh, c'est tellement bon. Et depuis cet espace où je suis dans la plénitude de ce besoin de coopération, où je suis pleinement connectée à la beauté, à l'énergie vivifiante de ce besoin de coopération, depuis cet espace-là, je vais comme prendre dans mes bras la part de moi qui en ce moment est triste et un peu découragée parce que ce besoin ne peut pas être nourri en cet instant. Je veux pouvoir l'accueillir et lui dire, mais chérie, mais je mesure combien tu es atterré et découragé qu'en ce moment, personne, alors même que c'est pour Noël, qui est censé être une fête, voilà, du collectif, qui est une fête d'amour, et en fait, personne n'est dans cet esprit de Noël, justement. Alors je peux lui donner de l'empathie, parce que je suis depuis un endroit de plénitude, et je vais pouvoir accueillir tout ça. Alors c'est ça que ce processus de la CNV m'a apporté dans cette quête d'amour, c'est vraiment de me donner un moyen très puissant, très, 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 très concret de pouvoir à chaque instant sentir ce courant d'amour qui me traverse et de ne plus croire les jugements sur moi-même et sur autrui qui fermaient mon cœur et qui faisaient un coupe contact, qui faisait que je sentais plus cette énergie d'amour. Et donc, tu me disais aussi que par rapport à la CNV, justement, que bien que tu sois une grande experte là-dedans, c'est pas quelque chose que tu enseignes, toi, la CNV. Ce n'est pas quelque chose que j'enseigne en grand public. Beaucoup de mes collègues, formatrices et formateurs certifiés du CNVC, du Centre pour la communication non violente, font des stages, proposent des stages tout public d'initiation à la communication non violente et puis d'approfondissement. Et en fait, assez rapidement, je crois que j'ai juste animé 5 ou 6 stages grand public. En fait, il s'est trouvé que je travaillais depuis une dizaine d'années avec ma chère amie et collègue Hélène Domergue Tapolé, qui est une formatrice suisse, qui est une des plus anciennes formatrices certifiées en Europe, puisqu'elle a travaillé avec Marshall Rosenberg il y a 25 ans, elle a travaillé déjà avec lui. Et je me suis rapprochée d'Hélène dès le début où j'ai commencé à me former en CNV parce que j'appréciais beaucoup justement la qualité et la profondeur avec laquelle elle intégrait et elle incarnait et transmettait ce processus d'une façon très, très corporelle, justement, très présente. Elle a toujours une qualité d'empathie qui touche jusqu'à la cellule, vraiment qui touche le fond de l'être. Et il se trouve qu'Hélène a toujours été passionnée par l'accompagnement individuel des êtres en utilisant le processus de la communication non violente. Et donc moi, ma stratégie pour me rapprocher d'elle, chacun trouve ses stratégies, donc ma stratégie pour me rapprocher d'elle, ça a été d'abord de faire, à l'époque, elle faisait un cursus, en 2006, elle faisait un cursus sur 16 jours de formation de praticiens, enfin à l'époque c'était pas des praticiens, mais c'était une formation de 16 jours pour les personnes qui souhaitaient devenir des accompagnants en accompagnement individuel par la CNV. Donc j'ai fait son cursus de 16 jours. Et à l'issue de ce cursus, elle m'a demandé si je voulais devenir son assistante pour ensuite les cursus suivants. Donc j'ai accepté tout de suite. Et voilà, et donc ensuite je suis peu à peu devenue co-animatrice avec elle. Et puis depuis 4 ans, on avait créé un cursus certifiant de praticien sur 3 ans. Voilà. Et puis l'an dernier, voilà, après 10 années de collaboration, on a pris chacune notre envol, ce qui fait que maintenant il y a 2 écoles, ce qui est magnifique parce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de praticiens qui puissent accompagner les êtres. Donc aujourd'hui on a chacune notre école. Mais donc voilà, donc ça fait qu'assez rapidement, mon orientation, elle a été de transmettre la CNV pour des personnes qui vont devenir des praticiens en accompagnement individuel CNV. Et ces personnes-là, on demande, pour les entrées dans ces écoles, on demande entre 10 et 20 jours
de formation déjà faite en communication non violente. Donc, ce qui fait que, du coup, concrètement, je ne donne plus de formation grand public parce que je forme en communication non violente dans le cadre de cette école. Voilà. Et ce que je voulais te demander, parce que finalement c'était une des conversations qui justement dans la deuxième rencontre, que j'ai pas pu capturer, qu'elle n'a pas été enregistrée. Tu parles beaucoup justement, par exemple, de tes rencontres au cœur du vivant, et puis ton statut sur Skype, c'est en train de goûter ce qui est. Je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu fais le lien entre la créativité et justement le vivant. Parce que tu es quelqu'un qui crée énormément. Donc, quel est le lien selon toi entre les deux? Donc, il est simple, c'est que plus je suis connectée avec transparence, pour moi ça a beaucoup à voir avec... je vois toujours un petit peu notre identification, c'est bon, tu sais, je prends toujours beaucoup d'images parce que ça me vient. C'est un peu comme si on est des tuyaux de plomberie et puis qu'il y avait ce liquide du divin qui nous traverse. Et l'identification, c'est comme du calcaire, c'est comme des gros blocs de calcaire qui sont dans la tuyauterie. Et toutes les pratiques énergétiques, par exemple, que j'ai faites pendant des années, j'ai observé quand même que ça avait eu un avantage sur ma tuyauterie spirituelle, c'est que ça avait enlevé quand même pas mal de calcaire. Donc ça permet vraiment de nettoyer toute une partie quand même de l'identification. Ensuite, plus ce tuyau devient transparent, et l'opacité du tuyau, c'est l'identification à ceux pour qui je me prends. Donc là aussi, toute une partie de mon chemin spirituel, ça m'a conduit à vivre de plus en plus j'aime bien le terme en anglais, c'est insight, de vision comme ça, de moments où on voit quelque chose. C'est-à-dire la conscience en nous découvre quelque chose. Et c'est comme si si ce sont de la tuyauterie en métal, par exemple, c'est comme si ça deviendrait peu à peu du verre, ça devient transparent. Et on découvre peu à peu davantage la réalité de ce que nous sommes. Et plus on découvre la réalité de ce que nous sommes, plus on peut se laisser traverser avec fluidité par ce qui nous traverse. Parce que dans notre identification, on fait beaucoup de grasping sur des choses que nous croyons vouloir, et ça freine ce qu'on peut appeler la créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité? C'est le mouvement de la vie qui nous traverse. C'est pas moi qui crée, la vie se crée en moi. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que j'ai beaucoup freiné ce mouvement par ma volonté propre, parce que je prenais pour ma volonté propre. Aujourd'hui, je vois que oui, je fais beaucoup de choses, mais moi, je ne veux pas beaucoup de choses en réalité. Ça se fait, ça me traverse, les idées arrivent, et moi, je dis pas non. À l'époque, je disais beaucoup non. Donc pour moi, la transparence vers laquelle on peut aller peu à peu en cessant de s'accrocher à certaines choses de nous, à certaines images de nous, à certaines croyances que nous avons en particulier. Le processus de la CNV aide beaucoup à travailler là-dessus. Moi, ça a beaucoup été une grande partie de ce déconditionnement. C'est ce qui permet ensuite d'être... comme les feuilles de cet arbre le tremblent comme ça, dans le vent comme ça, qui sont très très sensibles. Quand le souffle du vivant arrive, si je suis une grosse feuille comme ça, avec mes idées, mes convictions, mes croyances, le souffle du vivant arrive et moi, je bouge pas, quoi. Alors que quand j'accepte d'être dans cette transparence, dans cette vulnérabilité, le souffle du vivant arrive et je le capte tout de suite. Je dis, oh tiens, on dirait que, ah oui, je vais capter plus de choses, je vais percevoir plus de choses. Donc, tu as dit en fait aussi une chose que j'ai trouvée vraiment très très importante, c'est que tu as dit que maintenant, quand les idées arrivent, donc quand le souffle arrive, en fait, concrètement, c'est simplement, tu dis que tu ne veux pas beaucoup de choses, mais simplement quand les idées arrivent, tu ne dis plus non. Oui. Donc, ça veut dire qu'à une époque, justement, quand tu avais toutes ces identifications, les idées arrivaient et tu disais non parce que ça ne représentait pas l'idée de ce que tu faisais toi-même ou bien là où tu pensais vouloir aller. Oui, il y avait beaucoup d'arrogance, je croyais savoir certaines choses, donc quand certaines choses me traversaient, moi, je ne trouvais pas ça logique, ou je ne trouvais pas ça pertinent, ou je ne trouvais pas ça... Une arrogance énorme. Oui, d'accord. Aujourd'hui, je regarde, est-ce que c'est détendu dans mon corps, est-ce qu'il y a de la joie dans mon cœur, et allons-y, quoi. Mais je dirais, il y a
il y a de moins en moins de projets personnels, de toute façon. C'est beaucoup... là, en ce moment, ça me traverse beaucoup ces temps-ci, diffuser, de faire des vidéos gratuites, tout public, sur les bases de la communication non violente. Parce que je parle beaucoup de communication violente dans tout ce que je fais, mais je sais qu'ensuite, c'est un processus qui est précis. Et que sauf si on lit des livres sur la CNV, ou sauf si on va dans des stages CNV, on va pas du tout comprendre de quoi il est question, et on va pas pouvoir le pratiquer. Donc là, mais c'est pas moi qui me dis je veux faire ça. Ça me traverse avec insistance. C'est un élan. Et c'est ce que c'est. Oui. Et pour une personne, par exemple, qui se considère comme il y a beaucoup de gens, et moi je sais que pendant longtemps aussi j'avais ce truc-là, c'était de penser que je ne suis pas créative, tu vois. Donc finalement, si on revient à ton image, ce serait en fait qu'il y ait beaucoup trop de calcaire à l'intérieur de cette tuyauterie pour cette personne. Oui, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait donner qui serait une petite piste pour un petit pas, pour quelqu'un qui croit la pensée, je ne suis pas créative. Dans la pensée, je ne suis pas créative, il y a c'est je qui est en train de calquériser l'histoire. On est trop focalisé. Alors, oui, voilà, qu'est-ce qui peut être une petite piste? Je ne suis pas créative est un jugement qui vient d'une expérience qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que on a essayé de faire quelque chose et le résultat que l'on a eu n'était pas à la hauteur de ce que l'on souhaitait. Donc moi, pendant très longtemps, je me suis raconté l'histoire et je l'ai cru que j'étais incapable de créer parce que à chaque fois que je créais quelque chose, ma phrase c'était « je suis incapable de créer à partir de rien ». Je suis une très bonne arrangeuse. En musique, je suis une très bonne harmonisatrice. Je peux faire des harmonisations sur des mélodies existantes, etc. Mais j'avais une voix jugeante en moi qui disait « mais ça, c'est pas de la créativité. Un créateur, il n'y a rien et il crée. » Voilà. C'est la barre est haute, haute, haute. Là. Ouais. Et donc, je me disais « non, toi, regarde tout ce que tu as fait. Si j'écoutais cette voix aujourd'hui, elle me raconterait encore mais tu n'as rien créé. Communication, ça n'est pas une création, c'est juste un assemblage de plusieurs choses. Bien sûr, c'est absolument vrai. Mais bien sûr que communication, c'est un assemblage de plusieurs choses. Un jour, à partir de 2009, à partir de cette période où j'ai eu vraiment des ouvertures dans une conscience unifiée, j'ai tout simplement vu que nous sommes les créatures. Nous ne sommes pas le créateur. Nous sommes incapables de créer à partir de rien. Nous ne faisons que réassembler de la matière qui nous a déjà été donnée. Tout ce que nous faisons est un réassemblage. On dit ah non, c'est une nouvelle idée qui n'a jamais été personne E égale MC2. C'est une création, mais pas du tout. C'est une réception. Il a entendu E égale MC2. Il a reçu ce matériau et il en a fait quelque chose. Donc un jour, j'ai découvert que, en tant que créature, tout ce que nous faisons, toutes nos créations, entre guillemets, sont de toute façon des réarrangements d'un matériau qui nous est donné par le créateur réel et que nous réarrangeons. Alors quelque chose, ce jour-là, s'est détendu, et depuis, je joue dans le bac à sable du vivant, gentiment, en disant, voilà, tiens, ben, je prends ce morceau-là, je prends ce morceau-là, et avec, j'en fais quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais été assemblé de cette manière. C'est comme tu vois dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, il y a plein d'atomes, il y a des molécules, c'est comme si on disait que les molécules ne sont pas des créations. Mais bien sûr qu'elles sont des créations, ce sont des assemblages atomiques différents. Et il y a certaines molécules qui sont neuves, qui sont des nouveautés. Bon. Alors voilà, à partir du moment où, peut-être quand on se dit qu'on n'est pas créatif, moi, la phrase qui m'aide beaucoup, c'est la phrase de Marshall à ce niveau-là, Marshall Rosenberg, le père de la CNV, qui dit « Toute chose qui mérite d'être faite, même pauvrement. » Parce que la chose, ce n'est pas « je ne suis pas créatif », c'est « je ne suis pas le créateur que j'aimerais être ». C'est ça la réalité, en réalité, ce qu'on est en train de se raconter. C'est, tu vois, moi, je voulais être chanteuse. Ben non, je n'ai pas une voix pour être chanteuse. Après, quand je chante, j'ai beaucoup de joie. Quand je chante dans les rencontres, sur des mantras, je vois que les gens, ça les touche beaucoup. Voilà, et c'est magnifique. Alors, si je suis dans la joie que j'ai à chanter, là, c'est doux. Mais maintenant, si je me dis,
je voudrais être chanteuse, je vais toujours me faire mal parce que je ne suis pas la chanteuse que je voudrais être, je n'ai pas la voix qu'il faut pour chanter là où je voudrais chanter. Donc, dès qu'on peut revenir à la réalité de ce que nous sommes et regarder, ok, où est ma joie? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Plutôt que je ne suis pas créative. Où est ma joie dans la créativité? Qu'est-ce qui m'amuse? Voilà. Moi, j'adore faire des vidéos, j'adore faire du montage, j'adore... ça m'amuse. J'adore faire de la musique. Bon, qu'est-ce qui nous amuse? La créativité, ça a à voir avec notre part d'enfant. Ça a à voir avec les enfants. On voit très bien, les enfants sont toujours créatifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire un enfant créatif? Un enfant créatif, c'est on lui donne des crayons, il en fout dans tous les sens. Ouais. Voilà! Et il est tout content. Et il est fier de son dessin. Et il est très fier. Et pourquoi il est créatif? C'est parce qu'il ne s'arrête pas. Donc, pour finir sur ce thème, quand tu me demandes qu'est-ce que ça a à voir la créativité avec ce côté de cet élan de vie, mais ça a tout à voir. Il y a tout simplement, si on voulait le dire en d'autres termes, la créativité, c'est permettre à l'élan de vie qui nous traverse de nous traverser sans s'y opposer à aucun moment. C'est ce que fait un enfant. Dessine-moi un cheval. Voilà, on dit, oh, qu'est-ce qu'il est créatif. En fait, on est admiratif parce qu'on voit qu'en lui, il n'y a pas encore de frein. C'est John Lennon qui disait, nous étions tous des artistes avant qu'on nous explique qu'on n'en était pas. Oui, donc la créativité, c'est vraiment tiré de mon esprit cette phrase et j'allais justement te dire ça. Donc selon toi, tu as dit la phrase, je veux dire, c'est magique. Oui. Et dis-moi Isabelle, parce que là maintenant il y a une question qui me vient vraiment, c'est que avec tous, comme tu dis, tu disais au début de cette entrevue justement que tu voulais trouver un moyen d'amener les gens à s'intéresser à la CNV parce que c'est pas quelque chose qui te tombe dessus, je veux dire de sortir de ces conditionnements et autres. Si je te parlais un petit peu de ta vision maintenant, parce que là avec ton école où tu es justement en train d'enseigner à des praticiens donc, qui seront dans l'accompagnement, donc ta méthode communication qui elle n'est pas seulement sur la CNV. Si on revient, je crois que tu as 3 axes principaux. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un axe qui est un axe au présent, donc qui est comment je peux, donc avec la CNV, qui est comment je peux être davantage présent à moi-même au service de moi-même et au service de la vie et en relation avec les autres. Donc ça, c'est avec la CNV. Ça nous permet d'instant en instant d'avoir davantage de choix, d'avoir davantage de pouvoir de réalisation de nos rêves dans notre vie et de pouvoir espérer vivre dans un monde dans lequel il y aurait peut-être un partage plus équitable des ressources parce qu'une masse critique d'êtres humains sur Terre serait reconnectée en ce lieu où nous nous sentons être un, nous percevons l'interdépendance et donc depuis là nous avons un élan naturel d'avoir envie de contribuer les uns pour les autres. Donc ça c'est l'axe de la CNV, c'est un axe qui est au présent. Et puis il y a un axe qui a à voir avec le passé, c'est que la CNV travaille beaucoup sur le conditionnement, nous permet de nous déconditionner. Elle n'est pas spécifiquement faite pour travailler sur des blessures du passé pour nous libérer de certaines choses. Elle permet très efficacement de restaurer des blessures relationnelles. Ça, elle le fait très efficacement. Mais sur certains autres types de blessures, voilà, j'ai eu la chance de me former depuis une trentaine d'années à pas mal de voies thérapeutiques. Et certaines d'entre elles ont retenu mon attention. En particulier, en 2002, je m'étais formée à l'époque avec un monsieur qui s'appelle Thierry Tournebise, qui a créé un processus qui s'appelle la maïosthésie, et qui est un processus dans lequel on allait déjà justement rencontrer les parts blessées, les enfants blessés, en accompagnant la personne qui vient nous voir à elle-même être une ressource pour la part blessée, pour le petit ou la petite. Donc j'avais suivi cette formation avec lui. Et ensuite j'ai rencontré l'IFS en 2009, Internal Family System. C'est une méthode créée par Dick Schwartz, Richard Schwartz, un Américain, qui faisait de la thérapie systémique, de la thérapie familiale. Et il travaillait beaucoup avec des personnes anorexiques et boulimiques, et il a découvert en fait que
on sait tous, il n'y a pas besoin d'être anorexique ou boulimique. Je veux dire, on a tous des difficultés très souvent avec la nourriture à faire exactement ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et on observe très bien ce fameux moment où on prend la bouchée de trop, alors qu'on ne veut pas la prendre. Et donc, en travaillant, il s'est rendu compte que les personnes disaient toujours la même chose. Et les personnes parlaient en disant, mais j'ai une part de moi qui voudrait, mais il y a une autre, c'est plus fort que moi, elle me fait manger. Donc il a commencé à étudier cette systémique interne et à développer un système de thérapie qui est juste l'un des plus puissants que j'ai rencontré à ce jour. Donc je me suis formée à cette méthode avec Nana Michael, qui est cette grande dame par ailleurs de la spiritualité, en plus d'être une grande dame de la thérapie. Et donc j'ai travaillé avec elle de très près sur ça. Et donc c'est à partir de ça, à partir de la magnésthésie, de l'IFS, du focusing aussi de Jen Jandin, qui est une manière très corporelle d'entrer en relation avec l'être par le corps directement, que j'ai modélisé ce processus que j'ai appelé les MAI, les multiples aspects intérieurs, qui est d'aller rencontrer justement tous ces aspects de l'être d'une manière qui permette de nous libérer au présent de manières de fonctionner qui viennent du passé et contre lesquelles nous n'arrivons absolument pas à faire quoi que ce soit parce que ce sont des parts protectrices qui ont une telle force qu'elles nous freinent au présent. Et que l'adulte que nous sommes, même si on est conscient, même si on connaît l'histoire, même si on sait pourquoi, on n'arrive pas à agir là-dessus, ce qui est très normal vu que ces parts-là n'ont pas notre âge. Donc nous, au présent, on peut savoir tout ce qu'on veut, ça ne changera rien, ces parts protectrices. Et tant que les parts blessées qu'elles protègent n'ont pas été rencontrées et guéries, les parts protectrices ne changent pas de façon de fonctionner et on se retrouve un peu comme ça, pieds et poings liés. Donc c'est une partie de la communication, puisque l'intention de la communication, c'est de pouvoir communifier, c'est-à-dire de pouvoir communier, de pouvoir communiquer avec soi, avec le tout, avec les autres, d'une manière qui nous unifie. C'est pour ça que j'ai appelé ça la communication. C'est comment je peux communiquer, pour pouvoir communier et m'unifier avec tout ce qui est. Ce qui, en d'autres termes, c'est comment je peux faire l'amour avec tout ce qui est. Comment je peux goûter l'amour que je suis, que nous sommes. Comment je peux permettre à chaque instant que cette énergie d'amour, si on veut reboucler sur le fil que tu m'as donné dans ce début d'entretien d'aujourd'hui, c'est comment je peux goûter l'amour que je suis dans tous les cercles de ma vie, à l'intérieur de moi, dans la relation de couple, dans la relation avec tous, dans la relation avec le monde. Et donc moi j'ai observé que ce qui m'empêche de goûter à chaque instant cette électricité, ce courant d'amour qui me traverse, il y a des choses qui se passent au présent, il y a des contacts au présent, et ça, ce sont donc les pensées jugeantes, les croyances, etc. Donc là, la CNV, au présent, elle m'aide à enlever toutes ces interruptions de courant. Il y a ensuite des interruptions régulières, des blocages réguliers qui me viennent du passé. Et donc là, c'est l'axe des MAI. Et donc le troisième axe ensuite de la communication, c'est comment je peux découvrir d'une façon plus directe encore que je suis cet amour. Comment, en amont du conditionnement, parce que la CNV, pour moi, c'est beaucoup l'axe du travail sur le conditionnement, les MAI, c'est beaucoup l'axe du travail sur les blessures du passé, mais en amont du conditionnement et des blessures du passé, je suis cela. Alors quels sont les petits trucs et astuces que j'ai pu recueillir dans toutes ces années de cheminement spirituel et surtout ce que je peux goûter dans cet espace de présence de conscience depuis 2009, qu'est-ce qui peut favoriser pour des êtres de goûter très très directement cette ouverture que je suis, cette conscience que je suis, ce calme que je suis, avant mon conditionnement et avant mes blessures. Donc ça c'est le troisième axe qui est vraiment la partie unification dans communication. Alors voilà les trois grands axes de ce que je propose, et dans cette école, effectivement, dans le Centre pour la communication, c'est un cursus dans lequel on forme d'abord des praticiens en AECNV, en accompagnement de l'être pendant la CNV, sur 2 ans et demi. Ensuite, sur 1 an et demi, je leur transmets le processus des MAI pour qu'ils puissent aussi pouvoir aider les êtres à se guérir des blessures du passé. Et la 5e année du cursus, c'est vraiment partager les processus de conscience pour pouvoir faire vivre à des personnes pendant des séances d'accompagnement individuel, une fois qu'on les a aidés à pouvoir retrouver je dirais une sanité intérieure par rapport à des blessures du passé, une fois qu'on leur a partagé
pour qu'ils soient autonomes dans leur quotidien, comment eux-mêmes ils peuvent pratiquer ce processus de la CNV, il reste encore à pouvoir leur faciliter un accès de façon autonome aussi à goûter cette présence unifiée que nous sommes. Et donc ça c'est ce qu'on fait en dernier dans le cursus, où à la fin donc il y a 3 diplômes dans cette école. Il y a le diplôme de praticien en AECNV, le diplôme de praticien en MAI, et puis la 5e année c'est le diplôme de praticien en communication. Voilà, et donc j'ai ce rêve qui est en train de se concrétiser, puisque là on a 2 promotions qui sont en route en ce moment, qu'il y ait donc des praticiens en communication qui puissent œuvrer pour accompagner les individus à cheminer vers leur unité intérieure. Parce que on me demande, hier je faisais une interview, j'ai fait une interview pour un magazine bouddhiste récemment, on me pose beaucoup de questions par rapport aux attentats en ce moment, par rapport à la violence dans le monde. On me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour ma part, je me dis vraiment que tout ce qui se passe actuellement, pour moi, n'est pas ni politique, ni même social, c'est spirituel ce qui se passe. La cause, elle est spirituelle. Nous sommes coupés. Nous sommes coupés du lieu où nous goûtons que nous sommes un. Donc, comme nous n'avons pas cette conscience que nous sommes un, nous sommes coupés de l'endroit où il y a une interdépendance naturelle qui se vit. Et comme cette interdépendance n'est pas perçue, notre élan de contribuer n'apparaît pas. Et je ne crois pas que c'est en mettant notre attention sur les solutions que nous allons débloquer tout ça, parce qu'on les connaît, les solutions à l'heure actuelle. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire pour que ça aille. Tout le monde sait comment on pourrait mieux répartir les richesses, comment on pourrait faire moins de drames écologiques. Enfin, on sait absolument tout ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'est pas fait? C'est que sur cette terre, actuellement, il n'y a pas une masse critique d'humains qui sont reconnectés dans cet espace-là. Donc pour moi, quand on me parle des fois d'urgence, bon, déjà, pour ma part, je ne pense jamais en termes d'urgence, parce que j'ai observé que dès que quelque chose en moi parle d'urgence, c'est que je suis identifiée à quelque chose. Quand je suis tournée dans l'espace de la conscience, il n'y a aucune urgence, tout est très tranquille. Ensuite, je regarde qu'est-ce que j'ai de la joie à faire. S'il y a une urgence, ça veut dire que je vais agir à partir d'un inconfort. Je vais agir à partir d'une réaction. Et je n'ai pas l'expérience qu'agir à partir d'un inconfort ou d'une réaction contribue à la paix dans le monde ou à l'harmonie dans le monde. Donc, si je veux contribuer à ce qu'il y ait de la paix ou de l'harmonie dans le monde, j'ai vraiment à aller me rencontrer moi pour pouvoir agir depuis un endroit où je suis la paix et où je suis l'harmonie. Ça, c'est le premier point. Mais en tout cas, pour moi, donc c'est pas une question d'urgence, c'est une question de priorité. Et ma vision, en tout cas, je partage à 100% la vision de Marshall Rosenberg, qui pourtant souhaitait de tout son cœur que la résultante soit qu'il y ait sur Terre un partage équitable des ressources. Mais quand il s'est demandé qu'est-ce qui permettra qu'il y ait un partage équitable des ressources sur Terre, et donc la paix et l'harmonie, il s'est dit, ok, le partage, qu'est-ce qui coupe les humains de leur élan de partage? C'est qu'ils ne sont plus connectés à l'endroit où ils ont l'élan de contribuer. Donc, essayons de partager un processus qui permet aux gens de se retrouver à l'endroit où il y a cet élan. Et quand je parlais tout à l'heure des besoins, je finis sur l'histoire de tout à l'heure avec la dame au supermarché. Me connecter à mes propres besoins, ça permet que j'ai de la paix en moi et que je puisse me rendre la vie belle, et ça me permet aussi de ne pas avoir une vision d'ennemi de cette personne. Mais ce qui va beaucoup contribuer à ce que mon cœur s'ouvre complètement et que je retrouve moi-même un élan de contribuer, c'est que maintenant je cherche à me relier à qu'est-ce qui se passe en elle, comme on dit en CNV, c'est-à-dire que j'allais voir sur sa colline. Je vais aller voir sur sa colline, mais qu'est-ce qui peut faire que cette femme, quel besoin précieux elle est en train de nourrir en fonctionnant comme elle fonctionne? Et là, quand je me connecte, oulala, je sens qu'il y a beaucoup de stress, et elle est vraiment connectée à quelque chose qui a à voir à faire. Elle est vraiment tendue et stressée, elle a peur d'oublier des choses, et donc elle est focalisée sur essayer de faire le meilleur usage de son temps et de son énergie, parce qu'elle a tellement de choses à faire, elle est fatiguée, elle a besoin de repos. Ok, donc maintenant je suis avec cet être a besoin de repos et de détente, et elle n'en aura que quand elle aura fini les courses. Donc elle a besoin de détente et de repos, et de l'autre côté, je perçois qu'elle essaye de faire le meilleur usage de son temps et de son énergie,
l'ensemble de tout ça ayant comme conséquence que ça lui fait perdre son attention à ce qui l'entoure. Alors, bien sûr, je ne suis pas confortable avec la façon qu'elle a de nourrir ses besoins, parce que ça a une conséquence qui n'est pas agréable pour mes besoins. Mais à partir du moment où je suis connectée à son besoin de repos, de détente d'un côté, et puis son besoin de faire un bon usage de son temps et de son énergie, tout de suite quelque chose se détend en moi, parce que moi aussi j'ai besoin dans la vie de détente et de repos, et moi aussi j'ai besoin de faire un bon usage de mon temps et de mon énergie. Et juste à ce moment-là, parce que j'ai fait ça tout à l'heure en temps réel, j'ai souri, parce que juste à ce moment-là, je venais de dire à Audrey, ma compagne avec qui on faisait les courses, je venais de lui dire, je n'en peux plus, je suis cuite. J'ai un entretien tout à l'heure avec Henriette, en plus, donc côté temps, il faudrait qu'on se speed un peu. Est-ce que tu crois qu'on peut un peu accélérer? Donc, d'un seul coup, qu'est-ce que je découvre quand je cherche à me relier à cette femme? Je découvre qu'en réalité, on a exactement les mêmes besoins au même moment. Moi aussi, j'ai besoin de repos en ce moment et de détente. J'étais fatiguée, on avait déjà fait beaucoup de courses avant, on était parti depuis ce matin à 10h. Et moi aussi, je voulais faire un bon usage de mon temps et de mon énergie. Donc là, d'un seul coup, on est connectés. C'est comme si habituellement, en CNV, tu sais, on dessine des petits bonhommes, comme ça, ils ont une tête, un cœur, et puis un rond pour le ventre, et puis des jambes. Et puis on met assez souvent les 4 étapes du processus sur ces petits bonhommes. Donc on met l'observation au niveau de la tête. C'est Hélène Domergue qui avait dessiné ce petit bonhomme il y a plus de 20 ans. Peu de personnes savent que ce petit bonhomme, il a été repris partout dans le réseau mondial, même CNV. C'est elle qui l'avait dessiné il y a 20 ans pour essayer d'expliquer à quelqu'un le processus. Donc au niveau de la tête, il y a les observations. Au niveau du cœur, il y a les sentiments. Le rond qui est à la place du ventre, c'est les besoins. Et puis les jambes et les bras représentent la partie active, donc les demandes concrètes. Et quand on dessine ce petit bonhomme et quand on en met 2 face à face, souvent on montre que dans le monde habituel, on se parle de tête à tête. C'est nos pensées les uns sur les autres qui nous agissent et on est coupé. C'est comme si on a une grande barre ici qui nous coupe de notre cœur. Et les guerres à la violence, elle naît là. Voilà, et la CNV nous permet d'aller écouter nos sentiments, d'aller écouter nos besoins. Et là, quand je me reconnecte au niveau des besoins, je suis connectée dans la nappe phréatique de notre humanité. Je suis connectée à un endroit où je me sens en lien. Et qu'est-ce que ça a donné la seconde suivante? J'ai souri à cette femme, et avec beaucoup de compassion, parce que je mesurais ma chance aussi, c'est que moi j'avais pas 3 enfants, parce que après j'en ai vu 2 qui sont arrivés par la droite, elle n'était pas avec le seul qui m'avait... Je dis, oh mon Dieu, la pauvre. Je dis, moi quand je vais rentrer, voilà, j'ai un entretien dont je me réjouissais avec toi, et puis après je vais me détendre. Elle rentre, elle a 3 gosses, quoi. Waouh, alors ces besoins de repos et de détente, voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment en ce lieu-là qu'on peut trouver, pas par altruisme, pas pour les gens qui sont pas intéressés par tout ça, pour qui ça semble un peu bisounours. Moi, je le fais pas pour les autres, mais c'est un tel confort pour moi quand je me retrouve là. Parce que je peux être en paix à l'intérieur de moi. Et je me dis aussi que c'est depuis cet endroit-là, je crois comme Marshall, que c'est quand une masse critique d'êtres humains seront reconnectés à cet endroit-là, et quand ils pourront là, alors il y aura cet élan de contribution qui pourra se mettre en action, et là je me dis qu'en peu de temps, on mettra en place des solutions concrètes. Mais tant qu'il y a sur cette terre davantage d'êtres, ou les êtres qui sont au pouvoir, qui sont davantage tournés vers eux, et uniquement leurs propres besoins en se fichant des autres, parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes, alors il ne se passe ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je trouve important et précieux dans les temps que nous vivons, parce que je suis assez réaliste, donc je vois le temps que ça prend, je vois le temps que ça peut prendre, donc je me dis que c'est sans doute pas dans le temps de ma vie que je vais voir un monde et des êtres voilà, qui vivent d'une manière qui serait mon rêve. Donc j'ai tout intérêt aussi à développer une capacité de pouvoir trouver la paix à l'intérieur de moi avec la réalité du monde, sinon je vais toujours être désespéré ou agir à partir de l'urgence, etc. Exact. Magnifique, vraiment, ta vision. Donc, arriver à une masse critique de personnes qui soient unifiées au tout, en contact avec eux-mêmes. Et non, c'est vraiment très inspirant. C'est vraiment très inspirant ton travail, ton œuvre et comment tu le partages. Et je suis vraiment, mais vraiment contente qu'on ait fait cette entrevue. C'est comme si, tu sais, j'ai du mal à faire 2 fois la même chose, tu vois. Alors, ça, c'est vraiment un truc chez moi. Et c'est marrant, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, la même question va donner
absolument autre chose. J'ai trouvé que tu étais d'une telle profondeur sur cette entrevue et puis très connectée à, à ce qui te passionne, à ton rêve en fait, tu vois. Et écoute, je sais que bon, je vais quand même le répéter parce que je suis persuadée que tout le monde le connaît. Si jamais on veut continuer sur ton site internet, c'est communification.eu. Ouais. Là, on peut trouver ta bio et puis tout ce que tu fais comme rencontre au cœur du vivant. Tu en as pratiquement une tous les mois, hein, ces rencontres. Hein. Oui, pas tout à fait, mais oui, à peu près. Oui. Quand même, hein. Des gros Absolument. rassemblements, 200-300 personnes, là. Oui, on goûte ensemble. Et pour conclure, peut-être pour les personnes de ton réseau, puisque moi j'ai toujours à cœur de pouvoir partager des pistes concrètes, une phrase qui résonne pour moi beaucoup en ce moment et qui est venue juste ces derniers temps, justement parce que peut-être que dans le temps d'une vie, on n'arrivera pas à voir nos rêves se réaliser, et on peut dire en d'autres termes nos buts. Pour moi, un repère précieux au quotidien pour me rendre la vie belle, c'est de vérifier d'instant en instant, est-ce que le chemin que je suis en train d'emprunter pour aller vers la destination qui me ferait joie, est-ce que ce chemin, il a déjà le goût de la destination? Est-ce que si ce que je veux, c'est aller vers la paix, est-ce que le chemin que j'emprunte pour aller vers la paix, c'est un chemin où je vis la paix? Mon observation, c'est que bien souvent, on ne fait pas attention à ça. Et par exemple, pour aller vers un chemin de paix, on se met en tension parce qu'on va aller contre ceux qui sont dans la violence, par exemple. Donc pour moi, un de mes repères actuels qui me permet beaucoup de réajustement au quotidien, c'est de vérifier d'instant en instant, de me ressouvenir quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux, vers où je veux aller. Ok, c'est ça qui serait précieux pour moi, d'accord. Ok, et maintenant, en cet instant précis, le chemin que je suis en train d'emprunter pour aller vers ce lieu-là, quel qu'il soit, que ce soit un projet, que ce soit peu importe, ce chemin que je suis en train d'emprunter, est-ce qu'il a le goût du but? Tu vois, par exemple, là récemment, je pars en vacances et j'observe que sur le trajet pour aller, je me speedais. J'étais en train de me dépêcher, je craignais d'arriver en retard. D'un seul coup, je me dis, attends, qu'est-ce que c'est l'intention? Les vacances, me détendre. Est-ce que le chemin pour aller vers la détente a le goût du but? Est-ce que je suis en train de me détendre? Pas du tout. Ok. Si ma vie s'arrête dans 1 heure, je n'aurais pas vécu de vacances parce que le chemin pour les vacances n'avait pas le goût du but de la destination. Donc, on a ralenti. On a ralenti. Et on a fait un chemin détendu, on a tout ralenti. C'est pas grave, on a prévenu, on arrivera 2 heures plus tard. Tu vois? Et ça, pour moi, ça a beaucoup à voir avec ce que partage la communication non violente et aussi avec tout ce que je peux partager au niveau de l'aspect spirituel dans la communication. Je mettrai une vidéo d'ailleurs ce vendredi-ci sur ma page Facebook qui s'appelle Le temps de l'avant. C'est une vidéo que j'ai faite qui est pour le temps de maintenant, avant Noël, et ça s'appelle Le temps de l'avant, préparation à l'instant naissant, sans après. C'est que si mon bonheur il est après, si mon bien-être commence quand je serai en vacances, c'est foutu. Et s'il n'y avait pas d'après? Et si je n'arrivais jamais à la destination? Qu'est-ce que je suis en train de goûter en cet instant? Et là, ça nous ramène, oui, et ça nous ramène à quelque chose tout de suite pour vérifier en cet instant précis. Comment je peux goûter la détente? Comment je peux goûter la joie en cet instant précis? Là, il y a un royaume sur terre. Là, il y a une paix éternelle. Là, il y a tout ce qu'on cherche peut être trouvé là. Ça demande que j'arrête cette projection vers l'avant sans arrêt. Comme ça, ensuite, quand j'agis à partir de la joie, j'agis à partir de l'élan, mais pas parce que pour obtenir ça. Ce que je veux, je suis déjà en train de le vivre. Tu le vis déjà. Exact. Après, tout peut se passer. Si ce que je veux se passe, c'est en plus. Si ça n'arrive pas, je vais revenir à « Ok, comment je peux en cet instant goûter ce que je veux, en restant avec mes besoins, sans être fixé sur une stratégie. » Beaucoup. C'est vraiment, vraiment cool ce que tu partages. Avec plaisir, Henriette. En tout cas, je te le redis encore, vraiment, si j'ai aussi accepté de refaire comme ça des entretiens avec toi, ce que j'ai jamais fait, mais c'est parce que
Il y a vraiment une qualité dans les questions que tu poses, et ta qualité de présence, c'est ce qui permet qu'il y ait cette profondeur dans ces échanges. Ces échanges, ils sont à l'endroit aussi où tu les places. Donc, merci infiniment pour ta contribution et ta pertinence. Merci beaucoup. Merci, je reçois ça avec beaucoup, beaucoup de joie. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein, c'est que tu brilles et que ton message passe sans distorsion. Et franchement, et à chaque fois que je le reçois, c'est magnifique ce que tu partages. Donc, alors si c'est la première fois que tu découvrais Rebelle Créative, eh bien rejoins-moi sur le site internet, donc rebellecreative.com. Tu t'inscris et je t'enverrai les prochaines inspirations par mail. Et voilà, et donc moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Isabelle Padovani, Henriette Ndaka. Et d'ici là, vis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Salut!